sauver l'humanité. La relation entre la résurrection et la justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare non coupables ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ça, c'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous nous réjouissons de cette grande fête de Pâques qui montre que nous suivons un véritable sauveur de l'humanité. Continuez à vous réjouir de Jésus-Christ, qui est votre sauveur vivant. Et ce que je peux dire à ceux qui ne croient pas en Jésus, grâce, Jésus est la seule porte du ciel. Jésus est le seul chemin qui conduit vers le Père. Jésus est le seul sauveur. Cette célébration pascale a été sanctionnée par la Sainte Seine à la grande satisfaction de tout le chrétien rattaché à la foi et l'instruction du Seigneur Jésus-Christ. Nouvelle des partis politiques à présent, sachez que toute activité du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie sont suspendues en RDC sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, justifie sa décision par le silence coupable, voire complice de l'autorité morale du PPRD. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dénonce et condamne l'attitude ambiguë de M. Joseph Kabila, président de la République, sénateur à vie et autorité morale du parti politique, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, qui, face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, n'a jamais, dans ses déclarations devant la presse, condamné cette agression. Son choix délibéré de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité. À cet effet, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion que, conformément aux articles 29, 30 et 31B de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, les activités du parti politique Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur va saisir le parquet près la Cour constitutionnelle pour porter les faits. Cette décision fait suite à l'activisme avéré de l'autorité morale du PPRD dans cette guerre d'agression rwandaise ainsi qu'au silence coupable, voire complice, du dit parti, violant ainsi le prescrit de l'article 6 de la loi sus-évoquée et l'article 5 de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de rappeler aux partis politiques leur obligation de veiller à la consolidation de l'unité nationale, à la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. Fête à Kinshasa le 19 avril 2025, Chabani Lukobiango, Jacquemin. Comme annoncé à l'entame de ce journal, pour permettre une bonne rentrée de classe aux élèves après le congé de Pâques, l'Institut Lumumba, qui a accueilli les sinistrés victimes des inondations, a été assaini ce dimanche par le brigadier d'hygiène de la ville-province Kinshasa. L'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limete, était l'un des sites sélectionnés pour abriter les sinistrés des inondations. Demain lundi 21 avril 2025, les élèves vont reprendre le chemin de l'école après les vacances de Pâques. Il fallait donc désinfecter les sites. Ce dimanche vers avril, l'équipe des sapeurs-pompiers, coordonnée par le docteur Isabelle Lumbwe Isangu, chef de bureau de l'hygiène et salubrité ville de Kinshasa, accompagnée du ministre provincial de la Santé, le docteur Patricia, était présent pour le déroulement de l'opération. Objectif: mener une action préventive par la décontamination des sites en vue de protéger les élèves et forcer les mesures d'hygiène. L'équipe des brigadiers de l'hygiène ville de Kinshasa ont assaini les milieux désinfectants locaux sous la supervision du docteur Isabelle Lumbwe, qui a initié cette action majeure pour éviter les différentes épidémies. Cette opération est la première étape de la mission qui va s'étendre dans d'autres sites de la capitale où sont placés les sinistrés. Remercier
le service d'hygiène et l'équipe des sapeurs-pompiers qui sont passés à assainir l'école. Un sentiment d'étude au docteur Madame Isabelle qui a été au four et au moulin accompagnée de toute son équipe. On a désinfecté toutes les salles. Tout est propre, tout est prêt. Donc les parents n'hésitent pas d'envoyer leurs enfants demain. La rentrée est effective pour débuter le 3e trimestre. Ici, il y a des notaires, des sinistrés évacués du site Lumumba ont été déplacés vers le terrain municipal de Bandalungwa, qui a été bien aménagé par le gouvernement de la République pour assurer leur prise en charge. Du 16 au 19 avril s'est tenue à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la 9e édition d'Expo Béton. Cette édition qui avait pour thème le corridor sud de la RDC SADC, projet et opportunité d'affaires. C'est clôturé samedi dernier et c'est la première ministre Soubidois qui a présidé la cérémonie de clôture. Expo Béton, un rendez-vous annuel consacré à la réflexion sur les infrastructures, l'urbanisme et le développement économique de la République démocratique du Congo. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a salué l'orientation donnée à la clôture de cette 9e édition, centrée sur le corridor stratégique du sud du pays, notamment celui de Lobito, présenté comme un vecteur essentiel de croissance. Ces journées de réflexion, d'exposition et de collaboration ont confirmé le rôle clé d'Expo Béton en tant que point de convergence stratégique pour le développement urbain, des infrastructures et des zones économiques spécifiques de notre pays. Votre participation active au projet de développement majeur que le corridor de Lobito témoigne pleinement votre rôle crucial dans la création de richesses et d'opportunités pour notre jeunesse, à laquelle je souhaite adresser un message d'encouragement et d'espoir. Judith Suminwa a également encouragé les organisateurs d'Expo Béton, en particulier le sénateur Jean Bamanissa, qu'elle a qualifié d'artisan déterminé du progrès. Clôturer ce moment sans saluer les organisateurs d'Expo Béton, en particulier l'honorable sénateur Jean Bamanissa, dont la vision, la rigueur et l'engagement pour le développement de notre pays ont contribué à faire de cet événement un rendez-vous incontournable au niveau régional. Permettez-moi également de redire combien mon gouvernement attache de prix à un dialogue constant et riche avec le secteur privé local, dont le savoir-faire, l'audace et l'engagement constituent un levier essentiel de notre développement. La 2e édition de l'Expo Béton a rassemblé des acteurs publics, privés, techniques et académiques autour d'un objectif commun, mobiliser les investissements et renforcer l'intégration économique régionale de la RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail à Lubumbashi, mais en début de semaine, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone libre-échange continentale africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé en début de semaine à l'ouverture de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans son discours, le chef de l'État a affirmé que pour la RDC, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité historique de réaliser sa vision de développement. Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales et une population de plus de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental, a souligné le président de la République. Médiateur désigné par l'Union africaine sur le conflit sécuritaire dans l'Est de la RDC, le président du Togo, Faure Gnassingbé, a effectué une
limite de quelques heures à Kinshasa. Il a été reçu en tête-à-tête par son homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu des échanges sur le contour du processus aligné de Luanda-Nairobi, 4 jours après la reprise officielle du dossier par les nouveaux médiateurs. Le président de la République a aussi reçu l'envoyé spécial du président de la Zambie. Il était porteur de messages du président Hakainde Hichilema à son homologue de la RDC Félix Antoine Tshilombo. L'émissaire zambien a présenté au chef de l'État le candidat de la SADC à la Banque africaine de développement, Samuel Muzele Maimbo. Le jeudi 17 avril, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lubumbashi pour une visite de travail d'itinérance. Il a été salué à l'aéroport de Luano par le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Yabula Katoué et les autorités nationales et provinciales. Après avoir communié avec la notabilité et la population locale, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport de standard international. Cela n'arrive pas tous les jours. Le gouvernement central au grand complet s'est retrouvé le vendredi 18 avril 2025 à Lubumbashi. Et ce, à juste titre, pour la tenue de la 40e réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite au travail dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Madame la Première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette importante rencontre qui a eu lieu dans la salle de réunion du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Autre fait qui a marqué l'actualité de la semaine, c'est le drame survenu à Mbandaka où une baleinière avait pris feu sur le fleuve Congo, causant ainsi des morts. Des policiers ont renforcé leur capacité au tir de combat en Ituri, à Kinshasa, précisément au stade de Martyr. Le ministre de la Santé publique a installé un centre de dépistage pour la prise en charge des sinistrés des dernières pluies diluviennes. La semaine qui s'achève a été marquée par les drames en Mbandaka d'une baleinière qui a pris feu dans la soirée de ce mardi 15 avril sur le fleuve Congo. Bilan, plusieurs morts, des disparus et brûlés à l'origine de cet incendie. Et puis dans le cadre de l'intervention d'urgence, les équipes du ministère de la Santé publique ont aidé à l'installation d'une trentaine de latrines pour améliorer les conditions d'hygiène. À cela s'ajoute un centre de dépistage installé au stade des Martyrs pour la prise en charge des sinistrés des dernières pluies diluviennes abattues dans la capitale. Au chapitre de la sécurité, les condamnés de la CPI en 2012 pour enrôlement des enfants soldats, Thomas Lubanga à la tête d'une milice pour renverser le gouvernement à partir de la province de l'Ituri. Ils ont été contrés par les FARDC. Dans 3 mois, les officiers affectés aux différents sous-commissariats de la police dans la partie ouest de Kinshasa vont travailler dans un cadre approprié. Pour ce faire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a lancé ce mercredi 16 avril les travaux de construction des 80 postes de la police au quartier CPA Mouchi dans la commune de Mongafula. Plus de 150 policiers issus du territoire d'Aru, Mahagi et autres ont participé à des exercices de perfectionnement des tirs au champ des tirs de la 32e région militaire. C'est après 5 mois de formation. Objectif, améliorer l'efficacité opérationnelle des forces de sécurité dans leur mission conjointe avec les FARDC. Réunis à Kinshasa dans le cadre de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine. Les pays africains ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur intégration économique. L'objectif est de mettre en place une politique commerciale commune face aux défis du commerce mondial. Dans l'entretemps, un briefing a été co-animé par les ministres de la Communication et celui de l'économie sur l'évolution des conjonctures économiques et des efforts déployés en temps de guerre pour la stabilité économique et la protection du pouvoir d'achat en RDC. Cependant, les ministres des Transports et Télécommunications ont signé un protocole pour la réhabilitation du tronçon ferroviaire Kisangani-Ubundu.
L'accord a été conclu entre l'entreprise congolaise Masco Énergie Construction, la firme coréenne KCI et Equity BCDC. Enfin, l'assainissement dans les secteurs pharmaceutiques en RDC. Les pharmacies et dépôts pharmaceutiques ont été scellés à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'irrégularité et vente des produits impropres à la consommation sont en cause de cette fermeture décidée par les directeurs nationaux de réglementation pharmaceutique. Je l'ai dit au début de ce journal, le CNPP ne soigne pas seulement les fous ou les malades mentaux, il traite aussi toutes les pathologies neurologiques. À l'occasion de son jubilé d'or célébré le mois de mars dernier, il avait ouvert ses portes au grand public pour se connaître et surtout améliorer son image. Mais quels sont les comportements qui peuvent obliger quelqu'un à aller en consultation au CNPP et aussi quels sont les facteurs déclencheurs des troubles mentaux? Eh bien, les éléments de réponse dans ce dossier de Bobette Yinga Lissamba. Le jubilé d'or du centre neuropsychiatrique était une occasion pour le CNPP d'offrir des consultations gratuites aux Kinois. Occasion également de déceler certains troubles du comportement qu'affichent au quotidien les Congolais qui s'avèrent être des pathologies nécessitant une prise en charge. Pour le docteur Adelin Sitou, il y a des indices qui ne trompent pas. Quelqu'un qui ne dort pas, quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui a des maux de tête, quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, quelqu'un qui devient très nerveux et pour un petit rien il se fâche. Quelqu'un qui ne dit jamais la vérité, raconte des mensonges du matin jusqu'au soir. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'intégrer normalement dans la communauté, de vivre avec les autres. Quelqu'un qui maigrit sans cause alors qu'il mange normalement. Et enfin, tous les états d'excitation que nous connaissons, quelqu'un qui devient violent, qui devient agressif, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui ne veut plus respecter les gens. Donc, tout ce qui perturbe le comportement et qui ne permet pas un comportement adapté de la personne dans sa communauté est un motif pour consulter au CNPP. La maladie mentale n'est pas une fatalité. La combinaison de l'acceptation et d'une meilleure prise en charge peut aboutir à la guérison et intégration dans la société. La maladie mentale, c'est une maladie comme toute autre maladie. Elle peut être prise en charge et soignée correctement. La personne intègre la communauté et devient de nouveau productif au faveur du développement de la communauté. Malade mental, c'est celui qui a un trouble de comportement, mais qui n'est pas conscient qu'il est malade. Les troubles mentaux peuvent aussi toucher des enfants en âge scolaire, d'où la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire. Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. Donc ici au PEDO, il y a les éducatrices, il y a les logopèdes, il y a les psychomotriciens, il y a les infirmières, il y a le médecin. Ce n'est pas le travail d'une personne. Notre travail au PEDO, c'est ça. Ce n'est pas qu'on s'occupe seulement d'un seul aspect. C'est la complémentarité qui fait avancer. Plusieurs circonstances peuvent déclencher un trouble mental. Docteur Adelin évoque le cas d'une déception amoureuse. Des éléments que vous évoquez comme la guerre, le stress, les catastrophes naturelles, l'accouchement, la trahison, la déception amoureuse, ce sont des circonstances qui peuvent provoquer effectivement des troubles de santé mentale. Commencez d'abord là où on vit, au niveau familial, là où on sort, et la cité, et puis après le pays dans lequel vous vivez. L'homme oublie tout ça. Il y a un problème du cerveau, il y a un problème mental. Il envoie ça au nerf, il dispatche sur les nerfs sont exécutés les muscles. Alors, une autre maladie encore qu'on peut avoir du cerveau, c'est nous appelons ça névrose. C'est-à-dire c'est une maladie des nerfs, et la personne sait qu'il souffre. Et c'est comme ça que dans les situations d'urgence, comme par exemple ce qui s'est passé à Kinshasa en Djili, donc on doit pouvoir intervenir. Donc il faut prendre des mesures aussi pour la santé mentale des victimes directes et des victimes indirectes.
Le CNPP regorge d'éminents professeurs, spécialistes et autres personnels paramédicaux bien outillés pour une meilleure prise en charge des malades. L'on déplore par contre les conditions de travail des médecins et celles d'hospitalisation des malades. Une bonne santé mentale dépendra aussi d'un environnement sain. Le deuxième dossier de ce journal de magazine nous parle d'un risque que beaucoup ignorent sur l'utilisation prolongée de téléphones portables et d'autres appareils aux écrans. C'est le risque de causer des maladies oculaires chez l'enfant comme chez l'adulte. Quelles précautions faut-il prendre pour éviter cela? Tentative de réponse avec Chantal Okoloa. De nos jours, l'exposition à la lumière des écrans est le lot quotidien de tous. En effet, avec la digitalisation et l'intelligence artificielle, les téléphones et autres ordinateurs font partie des outils indispensables pour le travail. À cela s'ajoute la télévision. Dans toutes ces situations, ce sont les yeux qui sont sollicités. Si je suis libre, je peux toute la soirée sur mon smartphone. Lorsqu'on abuse de l'usage du téléphone, et ça crée des maux de tête. Sinon, le mot de jeu aussi, on est obligé de prendre des calmants pour ça puisse soulager. Travail devant ma machine. Normalement, le travail commence à 7h et ça se termine à 17h. Nous allons toujours au-delà du temps normal à passer devant la machine. Avant, je ne portais pas de lunettes. Et aujourd'hui, je porte des lunettes. C'est à cause de la machine. Combien de temps les utilisateurs des écrans sont-ils exposés pour un travail en ligne, des recherches ou autres activités récréatives? La plupart des gens n'ont pas de recul dans l'utilisation de leur téléphone. Les conséquences sont fâcheuses sur la santé des yeux, nous dit le professeur Dr Nadine Siangani. L'usage abusif des écrans est parmi les facteurs qui favorisent la survenue de certaines erreurs de réfraction, notamment la myopie. Parce que lorsqu'on utilise trop la vision de près, il y a une sollicitation du muscle de la lecture qui peut entraîner une myopisation. Un autre danger de ces écrans, c'est que les écrans émettent une lumière qu'on appelle la lumière bleue. Et cette lumière-là, avec l'usage abusif, ça peut avoir des répercussions néfastes sur notre santé oculaire. Les enfants ne sont pas en reste. Pour le docteur Antoinette Gamana, il faut une utilisation rationnelle des téléphones portables, tablettes et télévisions. Les parents doivent assurer les suivis. Cette technologie, cette modernité cause beaucoup de problèmes chez nos enfants. L'utilisation du téléphone, l'utilisation de la tablette, de tous les écrans commence à être vraiment abusée. Vous allez trouver, nous sommes pendant la période de vacances, un enfant qui est devant sa tablette pendant 1 heure, 2 heures, au finish, quand il quitte, il a des yeux rouges, des yeux larmoyants. C'est un gros problème de santé oculaire. Ce n'est pas bon de laisser les enfants regarder la télé, tablette, téléphone, tout au long de la journée. Avec l'âge, la vision s'altère petit à petit. Il y a lieu de la renforcer. Avec l'âge, nous avons des problèmes de santé oculaire qui ne sont pas de vraies maladies, mais que la population doit connaître. Par exemple, dès qu'on arrive à la quarantaine, on a une vision de près qui baisse. Ça ne sert à rien de forcer la vision. Quand vous sentez que vous avez déjà 40 ans et que la vision de près devient difficile pour vous, allez voir l'ophtalmologue, on va savoir de quel problème il s'agit. Et aussi vers la cinquantaine, il y a la vision de loin qui peut s'éblouir. Et là, c'est la survenue de ce que nous appelons comme une cataracte, que nous considérons comme maladie, mais en réalité, elle n'est pas maladie. Les maladies des yeux peuvent aussi être héréditaires. En ophtalmologie, nous avons plusieurs maladies héréditaires. Le glaucome, c'est une hypertension oculaire. Il y a certaines pathologies qui sont héritées des parents. Par exemple, nous avons une pathologie qu'on appelle la rétinite pigmentaire. C'est la principale pathologie héréditaire. Mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être transmises des parents aux enfants. L'œil est la lampe du corps, dit-on. Préserver la vue et garantir sa santé oculaire est très capital pour s'échapper à la cécité. La vue, c'est la vie. La République démocratique du Congo aspire à
à l'émergence et au rayonnement de son économie à Lubumbashi. Le secteur privé Go-Congo s'engage à développer les activités agro-pastorales afin de réduire la pauvreté et la dépendance du pays aux produits vivriers de l'extérieur. Une découverte de Marie-Louise Mbela. Avec son immense potentiel, la République démocratique du Congo est déterminée à relever les défis de la production agro-pastorale locale pour enfin espérer diversifier son économie assise sur les ressources minières. Sur cette étendue de 6000 hectares située dans la ville de Lubumbashi, Georges Arthur Forest a développé de vastes plantations de maïs. Nous faisons le blé, nous faisons le maïs, vous avez vu nos biscuiteries, nous développons beaucoup de choses, nous faisons le soja. Nous avons d'autres encore projets en tête comme du riz et autres, mais l'objectif c'est d'arriver à importation zéro. Le haut représentant du chef de l'État qui tient à la concrétisation de la vision du développement intégral de la RDC est allé se rendre compte de cette réalité qui traduit le concept cher à Félix Antoine Tshisekedi, la revanche du sol sur le sous-sol. Sur les explications de l'initiateur du projet Go-Congo, Tony Kakushiku a cerné le cycle complet des semences à la récolte de cette denrée prisée par le ménage du Grand Katanga. Une étendue de 300 hectares est réservée à la culture des blés, a laissé entendre M. Forest qui attend servir tous les marchés. Ensemble, on a développé ce que vous voyez aujourd'hui, qui est devenu Go-Congo, et l'objectif est de continuer à développer et de nourrir un maximum de personnes avec le but d'importation zéro, de la terre aux produits finis localement. À côté de cette plantation, on observe l'élevage des bovins en floraison pour alimenter les marchés congolais en viande. Sur place, le haut représentant du chef de l'État, Tony Kakushiku, a échangé avec la main-d'œuvre de qualité assurée par les expatriés venus prêter main forte et partager leur expérience avec les Congolais dans l'agro-pastoral. Le défi qui est le plus important, c'est le climat. Est-ce que ça plie assez? Est-ce que ça plie pas beaucoup, etc., etc. Dans l'agriculture, c'est toujours le temps qui est notre partenaire ou pas. L'élevage ici nous donne assez de viande, mais on peut vraiment croître encore. Le haut représentant a encouragé ces initiatives qui participent à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et à réduire les volumes des importations de ces produits de première nécessité. J'ai visité la ferme agro-pastorale. Ils arrivent à couvrir une partie du marché ici. Ce genre d'initiative, ça encourage et ça nous donne justement la rage de pouvoir faire ça ailleurs. Et donc, c'est vraiment un appel que je lance au gouvernement de s'inspirer de ce modèle et d'être vraiment strict sur la gestion des fonds publics et vraiment être minutieux sur la manière d'investir ces fonds. Et c'est pour ça que je lance même un appel au gouvernement congolais qui devrait favoriser ce genre d'opérateurs économiques et voir comment multiplier ces initiatives dans d'autres provinces. Pour Georges Arthur Forest, la jeunesse constitue le fer de lance du redressement de la production agricole en RDC, d'où l'importance de cette école NAC-Javani pour la formation professionnelle et technique. D'après l'administrateur Augustin Moulumba, cette école accueille aujourd'hui près de 850 élèves des villages Piana, Maxem et Malambwe, ainsi que ceux de Kipushi. L'actualité, c'est aussi ce soutien à l'effort des guerres du secteur privé qui vient de remettre à l'eau de vivre et non-vivre pour les militaires qui se battent au front, à une réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cargaison des vivres destinés à soutenir les militaires engagés au front est un geste symbolique qui témoigne de la volonté du secteur privé à participer à l'effort de guerre tel que prôné par le président de la République, commandant suprême des FARDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, en réceptionnant ce don, n'a pas manqué de remercier la coordination du réseau Makutano. C'est au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de la Première ministre, chef du gouvernement,
Son Excellence Madame Judith Souminoua Toluka, que je reçois, c'est lot important de vivre pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je tiens à remercier très sincèrement ce geste, combien louable au profit de nos vaillants militaires et nos patriotes volontaires pour la défense, communément appelé VDP Ouazalendo. Pour la présidente du réseau Makutano, Madame Nicole Soulou, ce geste vient en soutien à l'effort de guerre initié par le président de la République dans le cadre de la mobilisation générale face à cette guerre d'agression. Nous sommes venus remettre quelques colis pour nos forces armées, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, c'est qu'on reste mobilisés derrière eux jusqu'à la dernière heure. Chaque citoyen, je pense, chaque secteur, chaque personne devrait répondre à cet appel pour justement montrer qu'on est une nation, une grande nation, une seule derrière une armée. Notons par ailleurs que ce soutien logistique est constitué d'une cargaison des produits alimentaires essentiels dont 1000 sacs de semoule, 1000 cartons de cuisses de poulet, 500 cartons de biscuits, 125 cartons de boîtes de conserve, cornes et bif et 100 cartons de tomates dans le but de renforcer la ration alimentaire des FARDC déployés dans les zones opérationnelles. Sachez également qu'une enveloppe consistante est disponibilisée pour subvenir aux besoins primaires des déplacés de guerre. Ce geste émane de Patrick Mignomo, député national élu de Goma. Plus de 1000 déplacés de guerre venus de Goma et de Bukavu ont été recensés à Kinshasa. Dans cet élan de solidarité et d'expression d'amour, témoignant qu'ils ne sont pas seuls, une enveloppe de 200 000 $ américains a été mise à leur disposition, ainsi qu'aux réfugiés congolais vivant au Burundi et au Kenya notamment, pour faire face à certains besoins primaires. Ce qui constitue une réponse à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des déplacés de l'Est du pays. Le député national Patrick Mignomo, élu de Goma, qui a accepté de vendre quelques biens de valeur pour venir en aide à ses compatriotes victimes de la guerre d'agression de la part du Rwanda, avec la complicité de certains fils égarés du M23 AFC, reste ouvert pour recevoir les désidérata de ses compatriotes et les transmettre à qui de droit. Moi aussi, je suis déplacé parce que l'ennemi a pris ma ville, la ville de Goma, comme leur capitale aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer, notre président ne dort pas parce qu'il suit de près tout ce qui se passe, pas seulement à l'est du pays, mais tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes en guerre et nous devons mettre en priorité la protection de notre pays. Nous devons chasser celui qu'on appelle l'ennemi de notre pays, et AFC M23, les supplétifs bien sûr du Rwanda. L'autre partie du fonds sera envoyée dans les sites identifiés pour assister, tant soit peu, ces déplacés et réfugiés congolais. Plus d'1 million d'enfants congolais sont privés de scolarisation à cause de la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo. Message de la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Balou, lors des travaux organisés par l'UNESCO sur l'éducation à Paris. En marge du lancement de la 3e phase du programme Apprendre, un projet du partenariat avec l'Agence française du développement qu'accompagne le ministère de l'Éducation dans la conception et la mise en œuvre des stratégies et démarches d'accompagnement professionnel des enseignants. Que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, accompagnée de l'ambassadeur de l'RDC en France, Emile Ngoï Kassongo, a rencontré la sous-directrice générale de l'UNESCO. L'occasion pour la ministre d'État de réaffirmer l'engagement de la RDC de travailler pour offrir une éducation de qualité à la population congolaise. Nous voulions ici rappeler à l'UNESCO que pour nous c'est important qu'ils soutiennent la République démocratique du Congo dans cet effort de faire arrêter cette guerre injuste. Et nous nous réjouissons du renforcement encore de la coopération et du travail que l'on va faire, notamment dans le numérique, je l'ai dit, dans la formation des enseignants, mais également dans la réforme des programmes éducatifs. Cependant, la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC prive plus d'1 million d'enfants de leur scolarisation.
L'amélioration de la qualité de l'éducation pour tous, un défi à relever par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. L'RTNC Kwango a un nouveau bâtiment. Le président du conseil d'administration de ce média public a inspecté ce bâtiment moderne. Symboliquement, Floribert Loboto a remis des équipements de production. On fait le point dans ce reportage. Enfin, un nouveau vent souffle à la station provinciale de la RTNC Kwango qui va bientôt quitter le stade d'un bâtiment loin des standards réglementaires vers un bâtiment moderne, une dynamique insufflée par le comité de gestion de ces médias publics. Le PCA Floribert Loboto a inspecté en compagnie du directeur provincial de cette station et le directeur du programme les travaux qui évoluent avec une vitesse exponentielle. Avec les conseils de la direction générale, avec les encouragements de notre premier conseil d'administration, voilà l'idée est venue à ce qu'on puisse appliquer le management sur terrain. Sur terrain, nous avons commencé d'abord par la formation des agents et ainsi de suite. Après les agents, nous avons trouvé que non, on ne peut pas compter à travailler sur l'arbre. On a pris l'idée de construire. Mais voilà, aujourd'hui, et puis nous est arrivé de la direction générale. Tout ça, c'est grâce de Dieu au conseil de la direction générale dirigé par Mme Sylvie Elengue et notre président qui passe sur vous chaque fois ici pour nous visiter et nous encourager pour la RTNC Kwango. Nous remercions à la direction générale et à notre président du conseil d'administration qui nous appuie à tout moment par des conseils, par des encouragements. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau ici. Pour traduire en acte ces changements d'approche dans la gestion de la RTNC, Floribert Loboto a remis à titre symbolique des équipements de production en vue d'encourager l'équipe dirigeante. Par ailleurs, le dynamisme implémenté par Madame le DG, Sylvie Elengue Niembo, s'inscrit dans la vision globale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'un média public au cœur de l'actualité. Les femmes leaders de la province de Mai-Ndombe ont échangé sur leur rôle de leadership dans la province. Parmi les intervenantes, Sylvie Elengue Niembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, une rencontre organisée par la génération consciente de la province de Mai-Ndombe. C'est une rencontre des femmes leaders qui ont cogité sur la promotion et la défense des droits de la femme, notamment la problématique du leadership féminin aux côtés de leurs partenaires hommes. Hier, la femme maindombienne n'était pas à mesure d'occuper des postes une place dans des postes de décision. Mais aujourd'hui, nous vous parlons, nous sommes là, nous essayons de faire quelque chose, nous parlons et nous représentons déjà cette catégorie-là, la femme maindombienne de notre côté. Pour ce qui est de la violence faite à la femme, moi je dis, nous soulignons c'est une violence basée sur les gens. Et plus nous touchons la femme maindombienne que nous sommes. Quelle est la piste de solution pour cette sœur-là? Nous disons, premièrement, la femme maindombienne doit braver la peur, doit sortir de son silence, car le silence ne protège pas les innocents. Le silence protège ceux qui abusent de leur pouvoir. Et pour nous, qui abusent de son pouvoir, c'est les partenaires qui est à notre côté. À nos sœurs qui sont restées et nous qui sommes ici. Une femme maindombienne doit braver la peur, doit sortir de son silence, doit dénoncer, doit parler là où ça ne va pas. Invitée à cet atelier, la directrice générale de la radio-télévision nationale, Sylvie Elengue Niembo, a planché sur l'accès des femmes aux médias en République démocratique du Congo et leur combat pour la promotion de la femme de manière générale. Ces femmes leaders, pour la plupart originaires de la province de Mai-Ndombe, œuvrent pour le développement de leur province. L'une des mesures phares de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, c'est le maintien du taux directeur à 25%. À l'issue de sa réunion du 15 avril 2025, présidée par Mme Malango Kabedi-Mbui, gouverneure de la Banque centrale du Congo, BCC, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangée l'orientation restrictive de la politique monétaire. Ainsi, le taux directeur de la Banque centrale du Congo reste à 25%. De même, les coefficients de la réserve obligatoire sont maintenus à 12% et 0,0% respectivement pour les dépôts à vue et à terme en monnaie nationale
et à 13% et 12% respectivement pour les dépôts à vue et à terme en devises. En dépit de l'impact négatif, particulièrement sur les finances publiques de la guerre à l'est du pays, le CPM a noté la continuation en 2025 de la stabilité du cadre macroéconomique observé depuis le troisième trimestre de 2024. En effet, les pressions inflationnistes ont continué à baisser, le franc congolais est resté relativement stable et l'activité économique est demeurée soutenue. Ainsi, à fin mars 2025, le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 10,1%, bien en deçà du niveau enregistré à la même période de 2024, soit 21,5%. Par ailleurs, la dépréciation du franc congolais a été contenue à 0,6% au premier trimestre de 2025, comparé à 4,1% à fin mars 2024. Retour en image sur l'intervention du ministre délégué en charge de la politique de la ville à la 9e édition d'Expo Béton. Didier Tengue-Telito pense que le développement de la RDC ne peut se faire sans la planification urbaine rigoureuse ni une intégration efficace des infrastructures. Pour cette 9e édition de la rencontre annuelle d'Expo Béton tenue à Lubumbashi, le ministre en charge de la politique des villes, Didier Tengue-Telito, a profité de cette tribune pour faire passer le message de la planification urbaine qui passe par la rigueur et l'intégration efficace des infrastructures au regard de la position qu'occupe la République démocratique du Congo en Afrique et dans le monde. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je mentionne respectueusement, voudrait, je cite, promouvoir le développement socio-économique de la République démocratique du Congo en mettant l'accent sur des initiatives adaptées aux besoins de la population congolaise. En tout état de cause, en appliquant cette politique axée sur l'individu et son environnement, les villes de la République démocratique du Congo deviendront elles-mêmes des réponses aux besoins du peuple congolais. Pour cette année 2025, le thème principal s'inscrit. Le thème principal de cette 9e édition s'inscrit principalement et pleinement dans la vision du gouvernement pour un aménagement du territoire structurant et une modernisation ambitieuse de nos infrastructures. Il met en lumière les immenses opportunités économiques et sociales qu'offre une meilleure intégration régionale et sectorielle, condition essentielle pour la prospérité et la croissance de notre nation. Expo Béton RDC est une rencontre annuelle, un salon au cours duquel les experts s'épanchent sur le développement des villes congolaises et la construction des ouvrages d'intérêt public. Kalong nous signale également la participation du directeur provincial de l'INPP à la 9e édition d'Expo Béton où il a expliqué aux investisseurs dans un panel les opportunités d'affaires qu'offre l'INPP pour booster l'économie nationale. Bonjour. L'Institut national de préparation professionnelle au Katanga, avec son stand imposant à Expo Béton, a été visité par le ministre national de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa. Il y a été conduit par le représentant du directeur général, le directeur technique Lonjan Lutete, à ses côtés, le directeur provincial Joël Mokomba. Un autre temps fort de la journée était le panel qu'a animé le directeur provincial Joël Mokomba, lequel a porté sur l'adéquation des ressources humaines aux enjeux des investissements industriels et des travaux publics. Nous avons présenté une communication pour le compte du directeur général Godefroy Stanislas Chimanga Moutouabo. Et donc nous avons profité pour parler brièvement de l'INPP, de ce que fait l'INPP, mais aussi comment l'INPP accompagne les entreprises dans le développement des compétences. Des travaux salués par le directeur technique Lonjan Lutete. Les impressions sont bonnes et l'organisation est également très bonne. Je crois que nous n'avons qu'à féliciter la direction provinciale. L'impact du partenariat INPP-ONUDI avec le projet PAFEC. Je vais commencer d'abord par saluer et remercier l'INPP d'avoir mis en valeur le projet PAFEC à travers cette participation conjointe dans le salon. Le projet PAFEC commence sa phase de croisière actuellement. L'investissement humain et industriel par la formation professionnelle, une réalité à l'INPP.
Ce journal coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Yolande Voka et André Njeka, Joséphine Liondo, a concouru à sa rédaction. Retrouvée à 23h pour info. Dernière, Serge Merlin. Mata, d'ici là, portez-vous bien.